Ça, ce n'est pas le début d'un énième western, c'est le début des Dents de la Mer. Ou Jaws en anglais, mais si on traduit littéralement, ça donne mâchoire. Ouais, ça claque un peu moins d'un coup. Les Dents de la Mer, le 4e long métrage de Steven Spielberg, et fait partie de la très longue série de ses films qui sont tous plus incontournables les uns que les autres. Dans les 10 années suivant la sortie des Dents de la Mer, Steven Spielberg a entre autres réalisé Rencontre du troisième type, E.T. ou encore le premier Indiana Jones. La filmographie de Steven Spielberg est juste impressionnante. La quasi-totalité de ses films sont devenus des blockbusters. Mais revenons à nos moutons. Enfin, à nos requins. Les Dents de la Mer apparaît dans l'ère du nouvel Hollywood, et s'y inscrit plutôt bien parce qu'il est considéré comme étant le premier blockbuster américain. C'est également ce film qui a lancé la mode à Hollywood de sortir chaque été un film d'action à gros budget, et pendant 2 années consécutives, Les Dents de la Mer a été le film le plus rentable au niveau mondial, avant de se faire détrôner par... Faut savoir que Steven Spielberg avait seulement 28 ans lorsque le film est sorti. Il a réussi à convaincre Universal Pictures de faire passer le budget du film de 4 millions de dollars à 9 millions de dollars. Mais bon, en même temps, pas grand monde voulait se charger de réaliser ce film. Les Dents de la Mer est adapté du livre du même nom écrit par Peter Benchley et paru en 1974. Et le film est sorti en 1975. Autant dire qu'une année pour réaliser un tel film c'est absolument impossible. Mais c'est là que ça devient marrant. Le livre Les Dents de la Mer parle d'un grand requin blanc restant autour d'une station balnéaire et de 3 hommes qui cherchent à le tuer. Bon, jusqu'ici le film est plutôt bien adapté. Mais évidemment, les 2 producteurs Richard Zanuck et David Brown n'ont pas attendu la publication du livre pour racheter les droits pour 250 000 dollars. La réalisation est alors proposée à de nombreux réalisateurs, tels que John Sturges, qui décline, puis Dick Richards, qui s'embrouille avec les producteurs lors de leur entretien, et puis le scénario est enfin proposé à un jeune réalisateur, Steven Spielberg, qui n'avait alors que 26 ans, et qui en fera l'un des films d'horreur les plus cultes de l'histoire du cinéma. Bon, maintenant que le contexte est posé, on va essayer de comprendre à travers l'analyse d'une des séquences du film, comment est-ce que Steven Spielberg arrive à faire imaginer au spectateur un danger qu'il ne voit pas. En l'occurrence, ici le danger c'est un grand requin blanc. Le film débute avec une vue subjective du requin, avec l'un des thèmes les plus connus de l'histoire du cinéma, composé par John Williams, qui a entre autres composé ça, ou encore ça, entre autres. On rejoint ensuite un groupe d'amis le soir sur une plage de l'île d'Amity, dont un qui joue l'harmonica et dont les 4 premières notes me font penser à une version ralentie de When the Saints Go Marching, mais ça c'est personnel. 2 amoureux partent à part du groupe. What's your name again? Chrissy. Oui, enfin pour baiser. Where are we going? Swimming. Oui, bon ensuite, plouf. Plouf. Le lendemain, le nouveau chef de la police locale, Martin Brody, découvre les quelques restes de la jeune fille et conclut qu'elle a été victime d'une attaque de requin. Ce que dément le conseil municipal qui n'en veut qu'à son pognon au détriment de la sécurité des gens. Comme la Covid. L'accident se fait donc passer pour un choc avec un bateau. Peut-être une hélice. Ce n'est pas ce que vous m'avez dit au téléphone. Je me trompais. Et on arrive à présent l'extrait que nous allons analyser. Au premier plan de cet extrait, on retrouve une femme se hâtant à se diriger tout droit dans la gueule du loup requin... La mer. Avec elle, nous avons un homme qui joue avec son chien, que nous allons analyser juste après. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur lui. Ce petit garçon, prénommé Alex, demande à sa mère s'il peut retourner dans l'eau. Maman, je vais prendre un matelas puis je vais aller faire un tour. Sa mère l'en dissuade, Ils sont déjà tout flippés, mon pauvre Alex. Laisse-moi y aller, s'il te plaît. et puis accepte. Bon, 10 minutes, pas plus. On arrive ensuite jusqu'à Martin. Il est concentré sur la surveillance des nageurs, il est fixe et semble imperturbable. Et puis, waf, waf, waf. C'est le retour du chien. Ce chien peut être perçu de 2 manières différentes. Ce chien entre dans l'eau jusqu'à déranger des baigneurs. Et ce chien, je le perçois de 2 manières totalement opposées. Je le vois comme l'animal qui vient déranger l'homme dans l'eau, qui n'est par prédilection pas son milieu naturel. Ce chien peut être en quelque sorte une comparaison avec le requin, et qui préviendrait de l'attaque imminente. On voit ensuite Alex qui va se jeter dans l'eau et va dans la stricte direction opposée au chien. Alex s'enfonce dans la mer et le chien se rapproche du rivage, comme le requin. Comparaison, tout ça. On continue à voir d'autres baigneurs, comme cette femme,
qui est dos à la mer et donc dos au danger. Ces baigneurs sont présentés aux spectateurs comme des proies qui n'ont aucune idée du danger qu'elles encourent. Et Spielberg il joue avec ça. Spielberg il vient insister sur chacun des nageurs de manière presque perverse pour les présenter comme des futures victimes. Et c'est là la deuxième perception que j'ai du chien. Une proie, au même titre que les humains. Sauf qu'en général, un chien attise beaucoup plus la pitié des spectateurs qu'un être humain. Pas vrai Kiki, c'est toi qui veux pas te faire manger par le requin. On a de nouveau une forte insistance sur ce chien, on voit la caméra se rapprocher de lui lors du cut. Kiki, il est important. La caméra revient sur Martin. Si on observe la composition de cette image, on se rend compte qu'il se trouve sur le tiers droit, ce qui signifie qu'il est fermé à toute interaction. Plusieurs personnages passent devant Martin. Ils servent de transition de passage afin de nous permettre de nous rapprocher de lui de façon subtile et donc de ressentir la concentration qu'il porte à sa surveillance. Ces transitions sont si fluides que l'on a l'impression que la scène se passe en temps réel, en ressemblant presque à un documentaire. Il y a plus de réalisme et de tension, et donc d'appréhension chez le spectateur. Ensuite, nous allons voir en plan alterné la femme, Martin, encore la femme, etc. de façon à faire augmenter l'intensité de la scène. Et c'est ça la grande force des films de Spielberg. Regardez la séquence qui suit. On voit une forme noire se rapprocher de la femme. Les spectateurs pensent directement à un requin. Un requin. Mais... Spielberg nous fait ressentir, tout comme à Martin, une émotion que l'on se crée à partir d'un événement qui nous est suggéré. On n'a pas vu de requin depuis le début du film, pourtant on est quasiment sûr que son arrivée est imminente. La position de Martin n'inquiète qu'encore plus le spectateur. Il est tout d'abord assis, de façon détendue, puis il se redresse, l'air beaucoup plus grave. De plus, la femme se trouve dos au danger. Elle a les yeux fermés, elle ignore la situation, ce qui a pour don de faire angosser le spectateur. Retourne-toi! La pression redescend chez Martin, et chez le spectateur aussi. Ouf. Et là... Martin. Un homme vient parler à Martin, se positionnant juste devant lui, lui cachant la vue. En premier plan, on retrouve notre homme cache-vue, qui est en hauteur par rapport à Martin, qui lui, au deuxième plan, essaie de voir par-dessus son épaule. Il est positionné de façon à être totalement impuissant et désintéressé face à cet homme qui lui parle. Le cadre est ensuite séparé en deux parties. Au tiers droit, on a l'homme qui occupe tout l'espace. Au tiers gauche, on a une femme qui se baigne. Malgré leur différence de proximité, ces deux personnages sont mis à même pied d'égalité. L'horizon est au tiers supérieur, dévoilant alors l'importance du sol, en l'occurrence la mer. Puis, la femme disparaît dans l'eau subitement. Oh mon dieu! Martin se lève et reprend le contrôle du plan en étant supérieur à l'homme qui disparaît presque entièrement du cadre. Et la femme ressort de l'eau. Martin se replace sur sa chaise et les deux personnages sont à présent à même hauteur. Il n'y a plus de rapport de force. Martin revient dans le plan, comme s'il revenait à la réalité. Réalité perturbée par notre imagination. Les enfants vont ensuite rejoindre Alex, alors qu'un nouvel homme s'installe devant Martin. Décidément, cet homme est de nouveau placé plus haut que Martin. Martin est de nouveau dominé par la situation qui devient de plus en plus intense, puisque cette fois-ci l'homme occupe le tiers centre du cadre et les enfants seulement le tiers gauche. L'homme prend plus de place dans la scène et la mer dont la ligne d'horizon se trouve à présent au tiers inférieur est moins importante. Martin a donc plus de mal à se concentrer sur la situation et fait partir poliment le vieil homme. Vous êtes grotesque avec ça sur le crâne. Et là, ça devient important. La femme de Martin lui dit de se détendre et se place derrière lui pour le masser. Détente. Tandis qu'une agitation se fait de plus en plus ressentir. L'eau occupe la quasi-totalité du cadre, elle devient donc très importante et plusieurs plans s'enchaînent très succinctement. Ces plans cadrent les enfants, en gros plans un à un, comme des proies. La tension monte à nouveau à cause de l'agitation et du gamin qui chante, ce qui a pour don de m'énerver. Et enfin, on retrouve le maître qui appelle son chien perdu. Pépette. Ah, c'est pas Kiki, c'est Pépette. Il est seul, face à l'étendue d'eau. Cette mer vide, semblant sans fin, montre sa solitude et son impuissance face à la disparition soudaine de son chien. On retrouve ensuite une nouvelle fois un plan de suggestion. On y voit le bâton du chien flotter dans l'eau, sans le chien. Pépette. Sacré Spielberg. Mais là... Ce qu'on voit ici est une vue suggérée et subjective du requin. Elle est suggérée car on n'a toujours pas vu le requin depuis le début. Mais on remarque que ce plan est intimement lié avec le tout premier plan du film. On a le même thème musical et une vue subjective nous suggérant être la vue du requin qui se déplace dans l'eau. Au plus le requin se rapproche d'Alex, au plus la musique s'intensifie et devient forte. La caméra vient quasiment toucher les jambes du garçon. On s'attend donc à une nouvelle victime du requin. La composition de ce plan est très intéressante, car malgré le fait que l'action soit importante, il y a quand même un gamin qui se fait bouffer quoi. Elle n'est placée qu'au second plan. La ligne d'horizon au tiers supérieur indique que l'action au sol est importante. Mais elle est dissimulée derrière un groupe d'enfants qui dans la cohue ne remarquent pas que leur pote sert de tartare à un requin. Bon, heureusement des gens s'inquiètent, sauf la mère qui est en train de lire. Les enfants ne remarquent toujours rien, Alex se débat dans un bain de sang. A remarquer qu'à présent la ligne d'horizon n'apparaît plus du tout dans le cadre, ce qui signifie que l'action qui se passe dans l'eau est la plus importante de toute la scène. La caméra retourne dans l'eau mais cette fois-ci plus en vue subjective, et Alex disparaît dans son propre sang. Et là, on a l'un des plans les plus célèbres de l'histoire du cinéma.
Ce type de plan s'appelle un travelling compensé, aussi connu sous le nom d'effet vertigo. Il est obtenu lorsque la caméra combine un zoom avec un travelling. Le nom vertigo vient du film Sueur froide réalisé en 1958 par Alfred Hitchcock. Il utilise pour la première fois cet effet pour rendre compte au spectateur le vertige qu'a le personnage lorsqu'il regarde la rue sous lui. Cela donne une sensation bizarre qui peut se traduire par une angoisse, un malaise, une colère ou une surprise. En l'occurrence, dans notre plan, Martin est plutôt surpris et il a une angoisse soudaine. A l'inverse du spectateur, Martin voit cette attaque de façon brutale. Le spectateur voit le requin se rapprocher d'Alex, mais il est tout aussi impuissant que Martin face à la scène, ce qui est très frustrant et angoissant. Les enfants découvrent le sang et commencent à s'enfuir tandis que les parents se dirigent vers la mer pour les faire sortir de l'eau. Tout le monde dehors sortait de l'eau. Et Martin est totalement impuissant face à tous les parents qui se ruent dans l'eau pour récupérer leurs enfants. La mère sort de son Shakespeare, à noter ce figurant qui visiblement n'a pas compris l'enjeu dramatique de la scène. Dans la cohue, les parents font sortir leurs enfants de l'eau, et une fois que tout le monde est sur le sable, plus aucun bruit. La mère d'Alex s'avance, seule. Elle appelle son fils et elle est mise visuellement à part des autres parents, jusqu'à finir seule sur un gros plan. Alex? Enfin, le dernier plan se compose du matelas crevé d'Alex, qui est entouré de sang, et qui se fait emporter par les vagues comme la vie du garçon par le requin, dans un silence macabre. 3 choses importantes sont à retenir de cette scène, en plus de l'enjeu dramatique et de l'importance qu'il aura sur la suite des événements. Premièrement, on a la composition des plans, que Spielberg maîtrise à merveille. La règle des 3 tiers est utilisée et chaque plan raconte quelque chose. Ensuite, bien que cet effet ait été utilisé plusieurs fois au cinéma auparavant, l'effet vertigo est souvent référencé au film Les Dents de la Mer tant son utilisation était pertinente. Enfin, la dernière chose à retenir est la suggestion qu'utilise Spielberg. On ne voit pas du tout le requin avant une bonne heure de film, mais pourtant on sait qu'il est là. Spielberg joue avec l'imagination du spectateur afin de l'angoisser, voire même de l'effrayer. Il joue aussi avec des sortes de métaphores du requin, comme Pépette. L'anecdote, c'est qu'au début c'était pas prévu d'utiliser aussi peu le requin, mais le requin utilisé était un requin mécanique, qui avait un peu de mal sous l'eau. C'est compliqué pour un requin. Et Spielberg, elle a été contraint de redoubler d'astuces afin de nous suggérer le requin sans qu'on le voie. Et pour cela, au cours du film, il utilise 3 techniques. La première, c'est la vue subjective du requin. La deuxième, c'est la musique de John Williams, qui n'est pas du tout utilisée de façon aléatoire dans le film, elle accompagne tout le temps le requin. Pour preuve, il y a cette scène où les enfants s'amusent à faire peur aux baigneurs avec un faux aileron de requin. Cette scène, elle est en fait dépourvue de requin, et du coup elle est également dépourvue de la musique principale du film. Enfin, la troisième astuce utilisée par Spielberg pour suggérer le requin sont ses barils. On ne les a pas vus durant notre extrait, mais les 3 personnages principaux les utilisent pour baliser le requin. Et le spectateur peut donc savoir que le requin s'approche sans forcément le voir. Les Dents de la Mer aura traumatisé toute une génération de baigneurs. Et comme le dit la bande-annonce du film, Les Dents de la Mer, le film à voir avant d'aller vous baigner.